Bonjour à tous. Alors, je vous propose pour cette séquence qui, comme ça vient d'être dit, est peut-être un peu pédagogique aussi, de traiter trois thèmes. D'abord, donner des définitions levées d'éventuels malentendus. Ensuite, un certain nombre de cas, d'exemples pour montrer comment la RSE s'inscrit et doit s'inscrire dans la stratégie des entreprises. Et puis enfin, évoquer un certain nombre d'enjeux, de questions d'aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer par une petite devinette. Donc, comme c'est affiché, à votre avis, au niveau mondial, combien de consommateurs sont prêts à récompenser les sociétés qui ont une démarche socialement responsable et puis le faire dans leur politique d'achat? Est-ce que c'est 20%, 50%, 75%? Et puis, quel pays arrive en tête de ce classement? Est-ce que c'est le Danemark, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde? Eh bien, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il y a 50% des consommateurs sur un échantillon de près de 30 000 consommateurs interrogés par Nielsen assez récemment dans 58 pays, qui sont prêts à prendre cet engagement. Et surprise, mais peut-être pas pour Ashoka, c'est l'Inde qui arrive en tête avec 75%. Et la France est un pays qui n'est pas si bien classé sur ce plan-là. Je pense que la conclusion que vous partagerez avec moi, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus vraiment le choix de se lancer dans des politiques de responsabilité sociétale. Les consommateurs ont une attente forte, c'est encore plus vrai pour les moins de 30 ans, mais c'est aussi le cas des investisseurs, c'est aussi le cas des salariés d'une autre façon, et c'est bien sûr le cas de beaucoup d'ONG, de parties prenantes de l'entreprise. Alors, quelques éléments donc de définition, de cadrage autour de la responsabilité sociale des entreprises. D'abord, l'idée que penser au R de responsabilité, cette responsabilité, c'est sous deux angles. C'est à la fois je suis responsable de mes actes, j'en ai conscience, je suis prêt à les assumer, mais c'est aussi le fait que la responsabilité peut être mise en cause, et elle peut être mise en cause pour les entreprises bien au-delà de la responsabilité contractuelle ou juridique. Et puis le S de sociétal. L'entreprise n'est pas une île simplement confrontée à un marché, elle est dans la société, elle est en relation avec toutes sortes d'acteurs. Et d'ailleurs, ces parties prenantes, comme on le dit dans cet univers-là, on renvoie assez facilement à ces 6 domaines. Alors il y a toutes sortes de façons de les présenter, mais peu importe. Là, c'est pas une question de consultants, c'est pas des schémas de ce type-là. C'est simplement pour avoir les idées bien claires. Il y a une question autour des ressources humaines, et évidemment toute la gestion des salariés, mais au sens très large, y compris en dehors de l'entreprise avec les sous-traitants. Il y a la question des droits humains, une sorte d'idée que l'entreprise, elle doit se situer dans une logique d'état de droit, y compris quand celui-là est absent. L'engagement sociétal, toutes les implications sur la société, et notamment la question environnementale, qui est un sujet en lui-même. Le gouvernement d'entreprise, évidemment, la relation aux actionnaires, la gouvernance, et puis les comportements sur les marchés avec des questions de relations aux clients, aux fournisseurs, de déontologie autour de ça. Alors, il faut le savoir, aujourd'hui une définition de l'Union européenne. La RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et on a, comme vous pouvez le lire là, une définition assez précise, assez structurante, très travaillée, comme le fait souvent l'Europe aujourd'hui. Je vous laisse la lire. Des choses très précises. Et puis, effectivement, ce processus, il vise à un certain nombre de choses, communauté de valeurs et les effets négatifs potentiels. Alors, on voit qu'il y a un niveau d'ambition qui est très élevé, et par rapport à ça, je pense qu'il faut éviter des malentendus. Il y a un premier malentendu
qui consiste en fait à penser que simplement en mettant en valeur quelques bonnes pratiques, quelques actions intéressantes extérieures à l'entreprise du type mécénat social, on est dans de la RSE. En fait, non, c'est autre chose. Il s'agit d'appliquer des éléments critiques à sa stratégie de rentrer la question de la responsabilité sociale dans son business et pas simplement de donner, de faire des bonnes actions. Ça, c'est le premier malentendu à éviter. Le second, moi j'ai entendu très souvent ça dans les débuts de Novetic, au début des années 2000, peut-être certains d'entre vous y sont confrontés ou ont pu le penser eux-mêmes, c'est-à-dire finalement dans mon entreprise, c'est comme Monsieur Jourdain et la prose, on fait des choses intéressantes sur l'environnement, on a une bonne politique sociale, on a toujours respecté nos clients, etc. Mais là aussi, une politique de RSE, ça n'est pas simplement communiquer sur des bonnes pratiques existantes, c'est travailler à long terme sur sa stratégie. Alors, l'autre question qui vient souvent, c'est mais finalement, certes, ça c'est ce qu'on dit, mais dans la pratique, est-ce que les entreprises ne font pas surtout de repeindre en vert leurs actions et mettre exagérément en valeur telle ou telle pratique, telle ou telle démarche? Alors oui, bien sûr, ça arrive, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de plus en plus difficile pour les entreprises. Et par exemple, en octobre 2012, le juge des référés de Nanterre a condamné Toyota à supprimer toute une série de publicités qui mettaient en scène des véhicules en milieu naturel après une plainte déposée par France Nature Environnement. Donc il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de vanter même implicitement les avantages environnementaux d'un produit si on ne peut pas le faire de façon objective et mesurable. Sur un plan social, récemment, un nouveau smartphone de Samsung a eu un label privé suédois, TCO, et Samsung a beaucoup vanté le fait qu'il y avait cette labellisation, alors même qu'ils avaient eu des accusations sur des pratiques à la fois de recrutement de mineurs, d'heures supplémentaires abusives, de discrimination. Bon, évidemment, on doit s'acheter un nouveau mobile, on peut être tenté de voir un certificat, une labellisation. En réalité, dans ce cas-là, on s'aperçoit que ce label est sur des bases très faibles, très superficielles, très peu d'audits des pratiques. Et d'ailleurs, toute une série d'acteurs spécialisés en Europe et en Asie ont protesté, ont demandé à TCO de revoir leurs méthodes, etc. Je pense que de ces deux exemples, il faut retenir que le greenwashing, le social washing, c'est dangereux, c'est risqué, et qu'il faut être très prudent quand on communique sur ces questions, faire la preuve de ce qu'on annonce et être prêt à rendre des comptes sur ce à quoi on s'engage. Alors, j'en viens à la deuxième phase de mon propos. Finalement, est-ce que la RSE, c'est une contrainte imposée aux entreprises par toute une nouvelle série de pressions, d'exigences de leur environnement, ou est-ce qu'elle peut être mise au service du développement, du business des entreprises ? Alors, il y a deux façons de traiter cette question. Il y a le côté risque et le côté opportunité. C'est assez banal, en quelque sorte, mais c'est vrai que c'est très souvent abordé du côté des risques. Et de fait, la RSE apporte beaucoup de choses dans une nouvelle maîtrise, une nouvelle anticipation des risques. Des risques environnementaux jusqu'à présent, ou il y a 20 ans sous-estimés, sont aujourd'hui largement pris en compte parce qu'on sait que à un terme parfois plus rapproché qu'on ne le croit, des fois plus lointain, ils vont avoir des conséquences. Ils vont avoir des conséquences matérielles, ils vont aussi avoir des conséquences sur l'image de l'entreprise. Et au fond, dans ces cas-là, des approches de RSE permettent d'élargir les stress tests, de mieux anticiper, donc de mieux prévenir ces risques. Et c'est vrai aussi au plan social.
Bon, c'est évident, par exemple, que des graves, bon, je sais pas, un accident comme celui qu'il y a eu au Bangladesh avec l'immeuble qui s'est effondré il y a quelques mois, c'est aussi un risque pour des entreprises dont on peut montrer qu'elles sont directement liées à ce type de sous-traitance. Et on sait que parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois les réactions des consommateurs, les réactions des investisseurs peuvent être très vives par rapport à certaines mises en cause de ce type-là. Bon, il y a énormément d'exemples sur les risques. Là, je préfère aborder ça plutôt sous l'angle des opportunités. En l'occurrence sur Novetic et son site qui est en accès libre pour vous tous comme pour tout le monde, on peut trouver énormément d'exemples sur cette dimension risque. Alors, un certain nombre de cas plutôt du côté des stratégies et des opportunités. On sait, enfin je pense que beaucoup d'entre vous savent que Danone est une entreprise qui depuis longtemps a une stratégie assez globale de RSE. Dans ce cadre-là, depuis 5 ans, ils conduisent un travail très approfondi de réduction de l'empreinte carbone. Alors ça veut dire mesurer l'intensité carbone de milliers de produits et sur toute la chaîne de vie de produits de façon très approfondie, y compris la consommation de votre frigo où il y aura quelques yaourts produits par Danone. Et puis j'espère pour vous que ces yaourts ne sont pas tout seuls dans le frigo, donc il faut mesurer leur part d'émissions de gaz à effet de serre à travers la consommation électrique du frigo. Évidemment, des nouvelles pratiques à mettre en place en conséquence sur toute la chaîne de valeur et au total, des résultats très significatifs avec des réductions assez spectaculaires des émissions entre début 2008 et la fin de l'année dernière. Alors, comment ? Eh bien, d'une part, évidemment, en améliorant les conditions de production. Et dans ce cas-là, il y a tout un enjeu sur l'agriculture parce qu'on sait que la fabrication du lait via les ruminants est extrêmement émettrice de gaz à effet de serre, de méthane précisément. Ensuite, en repensant à la fois les emballages, la logistique, le transport, et puis en réfléchissant aux modalités de distribution. Deuxième exemple intéressant, Unilever. Là, on a aussi, mais je vais en parler sous un angle un peu différent, affaire à une très large, très globale approche stratégique. Le Unilever Sustainable Living Plan vise à doubler la taille de la compagnie en réduisant l'empreinte environnementale, en accroissant l'impact social. Il y a 3 objectifs structurants. Aider 1 milliard de personnes, c'est quand même ambitieux, à agir pour améliorer leur santé et leur bien-être, diminuer par 2 l'impact des produits de Unilever et se fournir à 100% en matières premières agricoles produites dans des conditions soutenables. Et on parle de protéger le mode de vie de 500 000 petits agriculteurs au niveau mondial. Donc on le voit, des objectifs très lourds, très structurants. Et ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie s'appuie sur un discours du management, une sorte d'idéologie d'entreprise différente de celle que pouvait porter ce type de multinationale il y a une vingtaine d'années, avec l'idée d'un nouveau modèle de capitalisme responsable, mais l'idée que le succès va dépendre de la volonté de changer les approches, d'abandonner un certain nombre de business models datés, en considérant l'entreprise comme une partie de la société, une entreprise qui se projette à long terme et qui prend d'autres attentes que celles des actionnaires. Et ce discours est structuré, organisé. Alors, on peut se dire, ce sont des grandes généralités, mais il y a un plan stratégique et puis il y a beaucoup d'actions opérationnelles. On avait enquêté au sens journalistique du terme à Novetic, à Kericho, la capitale du thé au Kenya. Et effectivement, il y a avec l'ONG Rainforest Alliance un label avec près de 200 critères environnementaux, socio-économiques sur le thé Lipton en l'occurrence. Enfin voilà, donc des actions concrètes, il y en aurait évidemment beaucoup d'autres. Alors évidemment, il n'y a pas d'entreprise idéale, il n'y a pas d'entreprise sans faute, et les plus engagés de ces grandes comme d'entreprises plus petites ont aussi toutes sortes d'actions critiquables, peuvent être mises en cause, bien entendu, parce que de toute façon, elles sont dans un réseau de contraintes très fortes et elles n'ont que des marges de manœuvre assez limitées. Mais il n'empêche qu'il y a des stratégies différentes. Alors, là, j'ai donné des exemples environnementaux, mais il y a aussi, sur le plan des ressources humaines, de la dimension sociale, beaucoup de choses intéressantes. Et un exemple parmi d'autres,
la politique diversité, l'axe diversité pour une banque comme la Société Générale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la diversité dans l'entreprise? Pourquoi une banque se met à s'intéresser à la question de la diversité? En fait, selon la Société Générale, parce que d'une part, il faut qu'elle puisse faire face à la demande, aux besoins d'engagement des salariés sur lequel cette question apparaît être une question sensible. Et puis, elle a une grande diversité de pays d'implantation et elle pense que ses salariés doivent refléter cette diversité. Donc là aussi, toute une série d'actions autour de la part des femmes dans les cadres, les inégalités de salaire à rattraper, un encouragement aux initiatives des salariés LGBT, surtout pour les équipes londoniennes, parce que c'est là que le sujet s'est posé, etc. Donc un ensemble de politiques structurées autour de ça. Autre sujet assez sensible dont on a pu parler dans les médias, on voit les grèves en ce moment au Bangladesh, mais là je l'aborde à travers en fait une ONG, Ressources Humaines Sans Frontières, qui fait de l'audit social de sous-traitants, de chaînes d'achat des entreprises, et avec l'idée qu'il faut proposer des mesures, venir finalement accompagner ces sous-traitants pour que l'entreprise ne change pas seulement de sous-traitant quand il y a des difficultés. Alors quelques éléments sur les enjeux. D'abord, première idée, cette approche de la RSE évolue beaucoup d'année en année, c'est un univers qui se transforme, et à ce titre-là, une petite anecdote, vers les débuts de Novetic, en 2003, vous savez, Novetic c'est une filiale de la Caisse des dépôts, et à un moment donné, la Caisse des dépôts s'y intéresse parce que en tant que grand investisseur institutionnel, ces questions-là sont devenues des questions stratégiques pour les investisseurs dans leur regard sur les entreprises. Mais un jour, j'ai été interpellé assez fortement par plusieurs membres du comité de direction avec la question, enfin, il y a tout un dossier sur l'obésité dans Novetic, quel rapport, en quoi ça peut nous intéresser, c'est des questions de santé publique, de comportement individuel. Et il a fallu de la pédagogie pour expliquer que c'était en train de devenir des sujets stratégiques, des sujets de responsabilité pour tout le secteur de la production alimentaire, que c'est devenu très largement depuis, y compris dans des choix stratégiques, dans des positionnements marketing. Alors, dans les évolutions également, celui du secteur financier. En fait, au départ, le monde des banques, de l'assurance, était considéré comme un secteur très vertueux du point de vue de sa responsabilité sociale et environnementale, peu d'impact environnemental, des politiques sociales plutôt avantageuses, etc. Et puis, depuis quelques années, ça s'est complètement renversé parce qu'on s'interroge sur l'impact des banques, des grands investisseurs, à travers justement leur métier, à travers les projets controversés qu'ils financent, la composition de leur portefeuille, leur exposition au risque carbone à travers toutes les énergies fossiles, etc. Donc une approche complètement différente, et qui est évidemment des questions sur le périmètre, les limites, comment et jusqu'où va la responsabilité de ceux qui financent. Et puis, pour se rapprocher un peu de l'actualité, une des évolutions récentes qui fait écho, peut-être d'ailleurs très directement la conférence environnementale de ces derniers jours, surtout aux propos qui ont pu être tenus à la suite du débat national sur la transition énergétique, c'est cette question de la transition énergétique, des nouveaux business models, des nouvelles pratiques qui permettent d'aller vers une économie plus sobre en ressources et surtout du côté de l'énergie. Ah non, mais ça sera pour après, les applaudissements, bien sûr. Ensuite, un autre enjeu majeur dans ce domaine-là, c'est celui du reporting. Évidemment, quand on est face à cette multiplicité d'enjeux, d'actions, de pratiques, on se pose la question, oui, mais comment mesurer ce qui est fait, comment comparer les entreprises entre elles? C'est notamment une question que se posent les investisseurs, les actionnaires, qui ont l'habitude de regarder du reporting financier. Et donc, c'est une question clé dans l'univers de la RSE. La France a été assez précurseur parce que en 2001, il y a eu la loi NRE. C'est vrai que ça a conduit à beaucoup de travail sur ces questions-là, même s'il y a peu de contraintes formelles qui
permettent d'arriver à un reporting vraiment opposable et qui permet de comparer. Le Grenelle de l'environnement a remis ça sur la table. Il y a eu beaucoup de débats dans ce petit monde ou ce vaste monde de la RSE autour de ces questions. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui a une directive qui évoque le reporting des entreprises de plus de 500 salariés sur ces questions de responsabilité sociétale. Donc on le voit qu'il y a des choses qui ont beaucoup bougé sur ce plan-là. Alors, quelques mots de conclusion. D'abord, pour vous dire, je l'évoquais tout à l'heure, que si cette question vous intéresse, et je suppose que c'est le cas, il y a des milliers d'articles sur le site de Novetic qui peuvent être consultés très librement. On peut faire de la recherche autour de ça, et ça permet d'avoir de l'information, soit d'analyse, soit d'actualité sur ces sujets. Et ensuite, une question, bon, on le voit, entre l'obligation de reporting, les attentes des consommateurs, celles des investisseurs, les risques de réputation, les entreprises n'ont plus vraiment le choix. Elles ont le choix de la stratégie, elles ont le choix des priorités sur ces questions-là, mais elles doivent faire face à un monde de plus en plus complexe, à une complexité de management très accrue par ces dimensions-là, et avec la nécessité de prendre en compte un ensemble d'externalités positives, négatives. Alors, au final, la question, c'est est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on ne se crée pas trop de contraintes, notamment face à des concurrents chinois, brésiliens, en tout cas hors Europe et Amérique du Nord, là où ces questions sont plus traitées? Évidemment, c'est une question, parce que ces contraintes, on en parle sur un tas de sujets, on peut aussi les évoquer sur celui-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que, en fait, il y a des réponses en matière de responsabilité sociale et environnementale. D'ailleurs, j'en ai donné quelques exemples qui montre qu'on peut traiter ça de façon positive, constructive, avec des pratiques qui sont aussi gagnantes pour l'entreprise et progressivement la construction de modèles, de business models nouveaux qui vont dans un sens, disons, anticipant sur des enjeux stratégiques pour les entreprises et des performances concurrentielles liées à ces nouveaux enjeux. Et je pense que ce que j'évoquais il y a quelques instants autour de la transition énergétique, d'aller vers des business models plus sobres en consommation de ressources, est un des domaines dans lesquels justement les entreprises peuvent apporter des réponses qui les placent mieux dans la concurrence de demain qu'en se tournant vers le passé et la peur d'affronter la société et ses exigences. Je vous remercie.